au Japon, c'est bien, parce qu'on a un peu de recul, donc ça permet de pas être trop dans la passion politicienne française. Euh, mais en fait, c'est drôle parce que ce qui se passe à l'heure actuelle montre tous les maux de la République et de la démocratie. Et là, on l'a en exemple. Enfin, on a l'impression qu'on a déjà touché le fond, on arrive toujours à creuser. C'est toujours ça qui est bien avec la République, c'est qu'elle peut toujours nous étonner dans la catastrophe. Je lisais par hasard un article d'un journal japonais sur l'addiction à la pornographie qui devient endémique dans pas mal de pays. On peut dire que la politique démocratique moderne, c'est une sorte de même addiction, c'est l'addiction démocratique aux élections, où l'élection appelle l'élection, et si vous remarquez maintenant en France, alors là ça devient carrément caricatural avec cette histoire de dissolution, mais on a des élections tout le temps. On n'arrête pas de devoir voter, européenne, municipale, cantonale, départementale, régionale, législative, présidentielle, et puis s'il faut, j'en oublie, j'en sais rien. Enfin, on est quasiment sollicité chaque année et tout le temps. Et plus on vote, plus on se rend compte que de toute façon, après je parlerai un tout petit peu de l'élection, mais que ça sert visiblement à rien et que c'est une perte d'argent phénoménale, et pire que ça, une blessure morale folle, puisqu'à chaque fois, en particulier quand c'est les élections qui sont nationales ou européennes, etc., c'est tout le monde s'écharpe, c'est la division, c'est la c'est soi-disant chaque candidat veut rassembler pour l'unité, mais on n'a jamais l'impression que on n'a jamais on a toujours l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de divisions, que les gens s'étripent, que les positions s'affirment, que les insultes fusent dans tous les coins, et avec une super présentation de toute la beauté de la nature humaine, dans les trahisons qui vont dans tous les coins, dans les marchandages pas possibles qui sont même pas en cachette publiquement, il n'y a pas de souci, dans toutes les petites recettes. Bon, bref, bon, tout ça, c'est c'est pas la comédie de Dante, mais c'est voilà, enfin, ça serait drôle si les conséquences n'étaient pas si terribles. Bon. Ensuite, je vais donc ça, c'est juste ce qui se passe actuel. Donc, je vais parler rapidement d'abord de l'élection, puisque c'est une élection. Je vais pas faire un topo sur ça. Je pourrais vous donner les choses, parce que ça a déjà fait à d'autres moments, mais juste pour résumer. Quelle est la position, disons, contre-révolutionnaire ou légitimiste sur l'élection? Alors, il y a deux points, je dirais. Le premier point, c'est qu'en soi, l'élection est neutre a priori. Ça a toujours été un mode qui a existé dans l'histoire pour certaines choses. Par exemple, dans les monastères, pour choisir un supérieur. Ou dans des corporations, entre pairs, voilà. Mais ceci dit, en pratique, à l'heure actuelle, l'élection est quand même pratiquement en soi mortifère, même si c'est pas en soi, c'est disons que c'est en pratique. Pourquoi? Parce que en fait, par rapport à la pratique dans l'histoire, l'élection aujourd'hui est un instrument de la démocratie. Elle se veut comme une sorte de rituel obligatoire de la religion civile, on peut dire qui est au pouvoir à l'heure actuelle, qui a été fondée par Rousseau, avec la volonté générale comme nouveau Dieu, l'Église, la République, et le vote qui est une sorte de messe périodique qui est censée euh, consacrer la communion zizanique nationale, où tout le monde s'entretue à qui mieux mieux, enfin au moins symboliquement. Et donc cette élection, malheureusement, est en fait une doublement dangereuse, enfin triplement dangereuse. Pourquoi? Alors, premièrement, il y a des raisons historiques. En fait, quand on regarde l'histoire des élections depuis la première élection de ce type qui a eu lieu en 1788-89 pour les États généraux de la Révolution française, où c'était la première élection truquée, en fait. Ça a toujours été truqué. Alors, pas plusieurs dans l'histoire, par plusieurs méthodes, je pourrais vous donner des exemples. Après, ça pouvait être soit par noyautage,
par des clubs de pensée, par des officines style franc-maçonnerie, ou par d'autres choses comme ça. Soit, et ça va les deux ensemble, en changeant les règles électorales, ça c'est ce qui est le plus visible et facile. Quand on commence à avoir un danger, on change les règles du jeu, comme ça, c'est parfait, on garde le pouvoir. Et voilà. Ensuite, c'est excessivement en fait délétère parce que c'est une perte de temps, personne ne sert le bien commun, une perte de moyens et d'énergie, et des énergies des bonnes personnes aussi, hein, parce que ceux qui pourraient avoir bonne volonté sont en fait laminés par le système. Quand on voit que des gens comme, je sais pas moi, Marion Maréchal Le Pen, Zemmour ou d'autres comme ça, qui depuis 10 mois sont en campagne permanente juste pour en fait faire, désolé de l'expression, mais la file publique pour aller demander des votes. Pendant ce temps-là, ils se forment pas, ils pensent pas à l'avenir du pays, ils font rien pour le pays, etc., etc. Donc en fait, c'est une perte de temps énorme, et surtout pour ceux qui seraient dans le bon sens, c'est nourrir l'orgueil des gens, parce qu'on fait croire aux gens qu'ils décident, alors qu'ils décident de rien du tout. Et ça, je viendrai, c'est ça le point fondamental, c'est que c'est une imposture totale, puisque, mais ça j'en parlerai après. En gros, la souveraineté populaire est un mensonge. Mais j'en parlerai après. Et d'abord, je vais parler des conséquences délétères. La division, le bruit et la division, c'est-à-dire que le système électoral avec le suffrage universel et le système partisan est en fait une machine à diviser tout le monde. C'est-à-dire, par définition, une partie, c'est une partie, c'est le contraire du tout, alors que techniquement, la politique, elle est faite pour le bien commun, donc pour le tout d'une société politique. Dont l'unité de la société politique la plus petite, c'est peut-être la famille. Après, ça pourrait être le village ou la paroisse. Et ensuite, le pays, le royaume, comme on dit aujourd'hui l'État, mais c'est vrai que ce mot État est assez embêtant parce que connoté. Donc disons le pays ou la nation, mais il faut faire attention aussi à la nation parce qu'il a été déformé. Donc normalement, la politique est faite pour le bien commun de la police, la cité. Mais par définition, le système électoral partisan divise tout le temps, puisque c'est une partie, et c'est pas une partie des Français, c'est une partie qui est dans un parti politique qui en fait, va mener un programme pour sa partie. Et en pratique, tout le temps, depuis que les élections existent, ça a divisé. Donc en pratique, qu'est-ce que c'est la ligne légitimiste? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Disons qu'il y a 2 points. En pratique, la seule élection qui est potable ou qui peut servir le bien commun, en fait, c'est l'élection purement locale, la commune. Et aujourd'hui, on pourrait dire la petite commune, parce que malheureusement, dans les grandes villes, ça a été mangé et c'est devenu quasiment comme une élection nationale où c'est noyauté par les partis, alors que dans une commune, pourquoi pas, quand tout le monde se connaît, on peut bon, même si les prérogatives du maire sont de plus en plus réduites depuis 30 ans ou 40 ans, ils gardent des prérogatives, donc ils peuvent vraiment faire un projet d'unité, j'allais dire communale, où, quelle que soit sa couleur politique, tout le monde peut être d'accord sur ce qu'il faut faire pour le village, et ça se passe encore dans certains endroits, où on peut être pas du tout d'accord politiquement sur les grandes idées, mais en fait, en pratique, quand c'est servir le bien commun de son quartier et de son village, tout le monde sait à peu près ce qu'il faut faire. Et quand c'est vraiment incarné, on peut aussi directement aller voir le maire. On peut lui dire je suis pas d'accord, je suis pas content. Enfin, donc il y a une relation personnelle qui se met en place, qui est naturelle, qui est bonne. Parce que j'ai oublié de le citer, mais l'autre gros défaut de ce système démocratique électoral, c'est la perte, la déshumanisation de la politique et la fin, même l'interdiction, on peut dire, de l'amitié politique au sens aristotélicien du terme, où tout devient mécanique, c'est une mécanique électorale, une mécanique administrative, où il y a des sortes de visages là comme ça, mais qui font des faux bien populaires, mais qui sont,
sais pas si vous aviez suivi il y a quelques années, mais quand Macron s'était placé, enfin, les gens qui étaient là, ils étaient appelés, on se croirait dans un truc soviétique. Le seul qui n'était pas contre eux, il lui met une tarte à la crème dans la tête, enfin, une gifle plutôt, c'était à l'époque. Enfin, c'est que du théâtre, mais voilà, donc ça marche pas. Et bon, bah, tout ça, d'accord, mais pourquoi c'est problématique? C'est parce qu'en particulier, ça détruit le pays. Et juste pour rebondir sur l'actualité, vraiment, alors, voilà, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas ce qui se passe, mais c'est vraiment louche cette histoire. Parce que quand on regarde l'histoire, ce genre d'action de dissolution euh, est, comment dire, prémédité. C'est-à-dire que ceux qui. Macron ou ses secrétaires, parce que Macron, il ne faut pas croire que c'est lui qui décide de tout. Je ne sais pas ce qu'ils veulent jouer là-dedans, mais ils veulent jouer quelque chose. Est-ce qu'ils veulent détourner l'attention de la chienlit des Jeux Olympiques qui s'annoncent? Est-ce qu'ils veulent détourner l'attention de ce qui s'est passé sur les 6 derniers mois avec le traité pandémique? Je ne sais pas si vous connaissez ou vous ne connaissez pas, mais qui veut en gros faire de l'OMS une sorte de ministère de la Santé nationale, mondiale, et où les pays membres donneraient toute leur souveraineté en cas de pandémie pour les politiques sanitaires à l'OMS. Est-ce que c'est pour détourner l'attention de la dégradation sécuritaire dans le pays? Est-ce que c'est pour détourner l'attention des provocations permanentes de Biden, Macron et quelques autres par rapport à la Russie? On a vraiment l'impression qu'ils veulent mettre de l'huile de feu pour déclencher un conflit entre un traité de sécurité signé entre les États-Unis et l'Ukraine. Ça, je n'ai pas regardé les détails, je ne comprends pas comment c'est possible parce que l'Ukraine est en guerre, et Macron qui dit qu'il faut que l'Ukraine rentre dans l'UE, ce qui est aussi normalement impossible en guerre. Enfin, bon, voilà. Quel est le but de ça? Est-ce qu'ils se sentent perdre la main, donc pour mettre plus de confusion, plus de division, pour qu'en fait ceux qui commencent à être dangereux pour leur pouvoir, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'extrême droite, qui sont d'un point de vue légitimiste quand même très à gauche, est-ce que c'est pour les diviser? En fait, moi, je pense que, en tout cas, certains ont dû avoir cette idée parce que tout le monde savait très bien. Voilà, l'élection c'est super, ça divise ceux qui pourraient potentiellement faire quelque chose, ils s'entretuent entre eux, ça tue déjà dans l'œuf toute menace, donc c'est parfait. Et en plus, et c'est là où ça devient carrément sadique, c'est que ça les fait devenir des révolutionnaires. C'est-à-dire que tous ceux qui rentrent dans ce système de jeu électoral, en fait, adoptent des pratiques révolutionnaires. Ils se prostituent, même au départ avec des bonnes volontés, hein. C'est pas la question. Alors, ceux qui s'en rendent compte essaient d'en sortir, mais ceux qui commencent à en vivre, parce qu'on est payé quand on est élu et tout ça, on devient comment dire, tributaire du système qui est délétère. Et donc, deuxième question, c'est pourquoi c'est délétère? Pourquoi il y a un problème de fond, pourquoi ça ne marche pas systématiquement, et que nous, on a de la chance à notre époque, c'est que ça marche tellement mal qu'on s'en rend compte facilement. Il y a des périodes où ça marche un peu mieux, mais ça marche quand même en fait pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes faux. C'est-à-dire qu'il y a que ce système moderne, démocratique et républicain, se fonde historiquement et idéologiquement sur des principes politiques faux. Faux, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils vont contre la réalité de notre nature humaine. Donc je ne vais pas en citer 50, mais je vais en prendre allez, 2 ou 3. On a parlé tout à l'heure, la démocratie se base sur la souveraineté populaire. La souveraineté populaire est un mensonge. C'est dans une société politique, de naissance, on est forcément une société hiérarchique, qu'on le veuille ou pas. L'exemple de base, c'est la famille. Le bébé, on peut lui dire décide pour tes parents. Non, si on le laisse là, il crève. Voilà, c'est fini. Et évidemment, quand on grandit, les sociétés se complexifient un peu, mais on est de nature sociale, politique. Donc ça, c'est-à-dire quoi? C'est ce que disait Aristote. Nous sommes un animal politique, et toutes les sociétés avant la société moderne reconnaissaient ce principe de base, qu'on était une société politique. Donc c'est-à-dire qu'on a besoin des autres pour vivre, pour se parfaire, pour devenir des hommes, pour bien vivre, comme disaient les Grecs, et que reprendra saint Thomas d'Aquin. Et donc cette réalité de base, si on ne la reconnaît pas, ça ne peut pas marcher. Et au fond, quand on a coupé la tête du roi, le 21 janvier 1793, était déjà contenu de la LGBT d'aujourd'hui. Vous allez dire que j'exagère, mais non. Parce que on a nié
la société politique dans sa naturalité, donc hiérarchique. Quand Balzac disait ça, quand on a coupé la tête du roi de France, on a coupé la tête de tous les pères de France, ce qui était vrai. Mais petit à petit, il y a cette ambiance de nier tout ce qui est naturel. Et une fois qu'on a nié l'autorité, une fois qu'on a nié l'autorité, qu'on a nié les évidences politiques, on va dire, plus complexes, comme le fait que euh, l'ordre social politique doit être hiérarchique, avec des gens complémentaires, pour le bien commun, et qu'on dit que c'est plus pour ça, mais que c'est démocratique et que c'est pour, par exemple, pour le bonheur matériel. Ça aussi, c'est notre mensonge. On n'est pas fait pour le bonheur matériel. Et ça, on n'a pas besoin d'être chrétien pour le savoir. Hein. Les Grecs, quand ils disaient bien vivre, ça ne veut pas dire avoir 3 Rolls-Royce, une limousine et se faire des fêtes, se mettre misère tous les jours. Non, ça voulait dire être vertueux. Pour les Grecs, être bien vivre, c'était être un homme vertueux. Pour les Chinois aussi. Alors après, est-ce qu'ils y arrivaient ou pas, c'était une autre question. Ils n'avaient pas forcément la loi morale aussi claire que ce qu'on a chez nous, mais ça c'est une autre question. Mais c'était évidemment ça. Et d'ailleurs, voilà. Et donc, le système moderne nie ça de frontalement. Donc quand on parle de souveraineté populaire, en fait c'est un mensonge. Comme ça ne correspond pas à la réalité, en pratique, ce sera toujours une minorité qui dirige. Sauf que quand on nie la réalité que c'est doit être hiérarchique, les dirigeants, en fait, ne sont plus responsables, sont cachés et n'ont plus à assumer la responsabilité de leur charge, puisqu'on dit que leur charge, c'est le peuple. Facile. Quand ça ne marche pas, c'est la faute du peuple. Vous avez qu'à bien voter. Enfin voilà, donc et ça, c'est important à comprendre, c'est que notre nature humaine ne change pas. Donc quand on commence à nier notre nature humaine, ça crée des gros problèmes. C'est ça l'idéologie. L'idéologie, c'est quoi? C'est un hiatus entre ce qu'on est et pourquoi on est fait, et ce qu'on dit qu'on est, mais qu'on n'est pas en fait, et ce qu'on dit pourquoi on est fait, mais pourquoi on n'est pas fait. Et quand l'idéologie se rend compte que la réalité ne rentre pas dans sa case, elle essaie de la forcer. Donc c'est la destruction. Il y a les victimes collatérales. Et ça marche pas. Le deuxième exemple que je vais prendre, c'est par exemple le contrat social. Alors vous avez peut-être déjà entendu, j'espère, ou pas, je vous donnerai des bonnes lectures si vous avez pas entendu, mais le contrat social qui a été inventé par les Lumières, en particulier, enfin, je veux dire, c'est Rousseau le contrat social, mais l'état de nature des Lumières que d'autres, ou des philosophes modernes qui ont essayé d'imaginer l'état de nature, est un autre mensonge. Ça n'existe pas l'état de nature, et ça n'existe pas le contrat social. On peut le retourner dans tous les sens, cet état n'a jamais existé. Alors, nous qui sommes chrétiens, c'est encore plus clair, c'est plus évident. On sait très bien qu'il y a eu un état avant le péché originel qui était déjà hiérarchique, il y avait déjà Adam et Ève, et si le péché originel nous tombe sur la tête encore aujourd'hui, c'est bien parce que c'était Adam qui était le chef de l'humanité, que quand il a commis son péché, il a engagé toute l'humanité, nous compris. Ce qui montre la force de ce pouvoir, comment dire, de notre nature politique, dans les conséquences encore aujourd'hui. Alors quand on a la foi, c'est évident, hein, j'allais dire. Quand on n'a pas la foi, il suffit de réfléchir 5 minutes pour se rendre compte que l'état de nature imaginé par tous ces philosophes ne peut pas exister. Ça n'existe pas. Quand Rousseau a dit que tout le monde était adulte et était intelligent, et puis qu'ils se sont un jour disputés pour remettre le pouvoir, non. Et il suffit, par exemple, quand il dit aussi dans le contrat social que un jour on a inventé la propriété, il y a un malade mental qui a décidé de mettre une barrière autour de chez lui et ça a commencé à causer des problèmes. Bah, c'est complètement faux. Il suffit de voir des enfants qui ont 1 an, 6 mois, ils ont déjà ils savent ce que c'est la propriété, m'en jouer ton jouet, hein, c'est évident. On n'a pas inventé la propriété, c'est inscrit dans notre façon d'être. Et en fait, quand on est croyant, tout ça, la Bible le redit, mais on n'a pas besoin d'avoir la foi pour le déduire, parce que c'est quand même très naturel, et il n'y a vraiment pas de sociétés qui ont nié frontalement, comme ça, des choses aussi énormes sur la nature humaine. Ça, c'est vraiment une nouveauté de l'époque moderne, qui va contredire frontalement, voilà, des réalités naturelles. Et on en souffre, parce que bah, c'est comme l'exemple aujourd'hui le plus actuel, c'est
bon, c'est les idéologies style LGBT, tout ça, qui veulent nier la différence sexuelle. On en est à ce point-là. Et donc, pour ça, bah, force à coups de propagande énorme, les enfants avec l'éducation sexuelle ou tout ce qu'on veut à l'école, leur donner des idées bizarres, à les faire mal. Alors, voilà. Au lieu en fait, d'aider les gens, aujourd'hui, on a un État, quelqu'un comme Marcel Corte, qui est un thomiste du XXe siècle, appelle ça la dissociété. Donc on est dans une anti-société, on est dans une anti-politique. C'est-à-dire que la politique, comme je disais au départ, c'est la science, ça peut être une science, mais c'est une pratique surtout évidemment, mais qui sert donc la vie en société pour rendre l'homme vertueux, et donc qui accepte la nature politique de notre être, et qu'est-ce que fait la démocratie moderne? Elle nie ça frontalement, et en fait, elle détruit tout ce qui est. Elle passe son temps à attaquer et détruire tout ce qui constitue notre nature humaine et qui nous est nécessaire pour se développer. Donc, elle attaque systématiquement la famille, elle attaque systématiquement, par exemple, à l'époque, cette autorisation c'était le mariage civil, c'était d'abord le mariage civil, c'était le divorce. Maintenant, ça a été l'avortement, et puis le Pax, puis le mariage pour tous. Donc, on détruit la famille, on détruit l'autorité partout, et on détruit l'Église parce que c'est hanté sur le côté anticatholique, tout ça. Faut pas se leurrer. Mais on est dans une haine qui devient vraiment diabolique, c'est-à-dire que même au Japon, qui n'a rien à voir a priori à l'heure actuelle, il n'y a pas d'église catholique forte et tout ça, toutes ces idéologies viennent détruire quand même la réalité naturelle. Parce qu'il y a ce côté diabolique de haine. Comme le diable, il ne peut pas attaquer Dieu directement, il s'attaque à sa création. Et donc, chaque fois qu'il arrive à comme ça véhiculer des idées qui sont contre nature, il a l'impression de pouvoir toucher par la création le créateur. Voilà, bon, ça c'est un topos assez classique de la théologie, quand on regarde l'histoire, c'est ça, mais il y a vraiment cette haine dans la modernité qui va plus loin que... C'est la différence entre le massacre dans une autre époque et le génocide, quoi. Il y a vraiment une sorte d'obsession, de s'acharner sur tout ce qui est naturel, et de mentir tout le temps, surtout, et de le faire tellement en boucle que comme nous sommes des êtres rationnels, et que c'est ça qui est intéressant, que comme nous sommes faits pour la vie politique, on est fait pour faire confiance aux gens, en fait. Vous voyez? Et c'est comme ça que ça marche, ces idéologies. C'est qu'en effet, c'est normal que nous soyons dociles et c'est normal que nous fassions confiance à ceux qui sont au-dessus. Puisque pour vivre en société, on a quand même. Quand un enfant naît, il fait confiance à ses parents. Il ne met pas en cause ce que disent ses parents. Et peut-être que s'il a des parents très mauvais et qu'ils n'arrêtent pas de faire des contradictions, de faire des choses mal, etc., etc., au bout d'un moment, les enfants, ils vont peut-être se rebeller. Mais il faut vraiment que les parents mettent une sacrée couche. Et bien, en fait, on en arrive à un point. Comme ça, à l'heure actuelle, dans la société actuelle, avec ce côté très pervers, que toutes ces idéologies contre nature, en fait, utilisent quand même notre nature pour faire passer la pastille. Enfin, parce qu'une erreur à 100%, ou quelque chose qui est très moche, ne passe pas. Donc, c'est comme pour le fruit dans la tentation du fruit, il faut toujours présenter le mal sous un jour, sur son jour pas trop moche, quoi, parce que sinon, voilà. Et comme on dit, ça c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin, l'erreur n'existe pas, ou plutôt le mal n'existe pas en soi, le mal est un déficit de bien. Et parfois en politique, c'est aussi un désordre. Donc c'est-à-dire que chaque élément pris individuellement sont pas forcément mauvais, mais comme ils sont mal ordonnés, c'est mauvais. Donc, par exemple, je sais pas, par exemple, le féminisme, c'est ça. Par exemple, le féminisme essaie d'opposer les hommes et les femmes, en disant qu'il faut qu'il y ait une égalité, je sais pas quoi.
En fait, cette chose-là est complètement absurde quand on réfléchit à la nature humaine. C'est-à-dire que c'est évident que hommes et femmes sont différents. Et bon, toutes les sociétés qui ont fonctionné, et la Bible le dit clairement, c'est qu'il y a une division des tâches, que le chef politique, ça va être l'homme, et que la femme est soumise à l'homme, mais que l'homme, comme dit saint Paul, doit mourir jusqu'à la croix pour Jésus. Comme Jésus est mort jusqu'à la croix pour son Église, l'homme doit se sacrifier pour sa femme parce qu'il aime. Donc c'est ce qui montre ce que c'est qu'être chef. C'est pas pour rien que les démocrates ne veulent pas d'autorité, parce que comme ils sont pas chefs, ils sont contents, quoi. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans prendre les responsabilités, sans avoir sacrifié pour tout le monde. C'est pratique. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'idéologie va essayer d'opposer deux réalités naturelles, alors qu'il n'y a pas d'opposition. C'est complètement absurde. C'est que ça existe, c'est un fait. Et en plus, la foi catholique nous enseigne très clairement, mais même sans la foi catholique, toutes les civilisations à peu près normales ont toujours intégré ce fait que c'était complémentaire, et il n'y a jamais, par exemple, de cette idée que femmes et hommes s'opposaient. Ça n'a jamais existé, ça, dans l'histoire. C'est un truc nouveau. Avant, c'était évident que les deux étaient très alliés, et le problème, c'est que dans certaines sociétés, quand c'était désordonné, c'était allié pour le pire, mais allié quand même. Ça pouvait être pour la guerre de clans, ça pouvait être pour autre chose, ou tout ce qu'on veut. Alors, puis on va passer tranquillement aux questions. Je vous ai juste donné quelques exemples, mais c'est juste pour essayer de, voilà, après, voilà, pour vous donner envie de creuser, parce que c'est pas mais de changer de monde, et en fait, vous vous rendrez compte de plus en plus que la foi catholique, vraiment enfin, le légitimisme, en fait, c'est la pratique de la chrétienté en politique, telle qu'on l'a fait, avec l'enseignement d'une tradition plus que millénaire, d'une tradition, d'une royauté très chrétienne. Et donc, qu'est-ce que disent les légitimistes? C'est reprendre ces enseignements du passé, d'une pratique longue d'un pays qui a atteint un perfectionnement politique exceptionnel. Moi, je fais de l'histoire, et franchement, c'est exceptionnel, et ça n'a rien à voir avec les pays païens, même ceux qui fonctionnent pas trop à l'envers. C'est donc cette purification, on peut dire, de tous les principes grâce à la chrétienté sur le long terme. Donc, se river à des principes politiques sains qui se fondent sur la réalité, donc c'est un réalisme, pas d'idéologie, pas de nuée. Un légitimiste qui vous dit que demain, s'il y a une restauration, ça se passera mieux, c'est un menteur. Nous, ce qu'on dit, c'est on vous promet des larmes et du sang, parce que ça se passera forcément dur, parce qu'on est tellement allé dans la contre-nature que de toute façon, ça va être dur, mais que sans restauration, c'est pas possible que ça s'améliore. Parce que quand on veut aller en avant, mais qu'on pédale en arrière, on peut pédaler aussi fort qu'on veut, on n'arrivera pas à avancer. C'est juste quelque chose de nature. Si vous voulez apprendre à voler, et que je vous dis allez là et puis sautez, sans rien, on s'écrase. Voilà. La démocratie, c'est ça. Donc en fait, les bases du truc sont absolument pourries. Donc c'est pour ça que c'est pas mal d'arriver à se détacher de tout ce qui se passe, de l'actualité. Il faut regarder, c'est pas la question, c'est intéressant, mais il faut pas rentrer dans la passion de la chose, parce que faut pas croire qu'avec nos petits doigts, on va tout changer comme ça. Non, c'est ça. Ça, c'est un premier principe, donc bien avoir les principes. Deuxièmement, c'est la contre-révolution. Donc, contre-révolution, c'est dire quoi? Selon le mot de maître, c'est la contre-révolution n'est pas une révolution contraire, c'est le contraire de la révolution. Hein, et ça, c'est excessivement important. En gros, tout ce qui se passe à l'heure actuelle, dans des gens qui se disent à droite ou je sais pas quoi, machin, ce sont des révolutionnaires. Parfois à leur insu, parfois non. Mais ce sont des révolutionnaires, au minimum parce qu'ils jouent le jeu révolutionnaire. S'ils le savent, c'est très grave. S'ils ne le savent pas, c'est un gâchis, et on le voit. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que le combat contre-révolutionnaire? C'est le vrai combat de la restauration de la société politique telle qu'elle doit être. Et donc on peut le faire, ça, c'est ce que j'appelle la restauration intégrale. On peut le faire tout le temps, tout de suite et maintenant, à tous les niveaux. Et ça commence par la famille, ça commence par la paroisse,
c'est remettre dans l'ordre les relations politiques dans la société à notre niveau. Et ça commence par la famille et la paroisse. Donc, c'est-à-dire sur le plan spirituel, rendre à l'abbé le respect qu'on lui doit, l'honneur qu'on lui doit, l'aider, être fidèle, voilà pour ce qui est spirituel. Dans l'aspect politique, alors c'est compliqué aujourd'hui, évidemment, malheureusement, mais trouver des chefs naturels, et ça va être le troisième point, mais retrouver des relations interpersonnelles, d'ordre, etc. Vous êtes jeune, vous n'avez pas encore choisi votre vocation, je vous invite à discerner d'ailleurs, mais si vous fondez une famille, par exemple, que votre famille soit fondée sur des bases solides, peu importe d'où vous partez, ça peut être des gens, ça peut être quelqu'un qui est d'un milieu très différent, qui parle. La question, c'est pas d'où vous partez, c'est que vous êtes d'accord là où vous allez et de le faire de façon ordonnée. Si vous posez les bases au début bien, vous pourrez faire une famille solide et qui fonctionne. Voilà. Alors, c'est un apprentissage parce que de l'autre côté, la République n'arrête pas de nous menacer tout le temps, donc il faut apprendre à pas trop être atteint par ça. Ce qui est bien, c'est que quand on est jeune, on ne se rend pas trop compte, normalement, encore. Ouais, même si ça devient peut-être de plus en plus sévère, je sais pas. Voilà, si on devient un abbé ou autre chose, c'est une vocation hyper contre la révolution, c'est clair. Et puis, voilà, donc de jouer, en fait, dans toutes nos relations, la contre-révolution, donc le rétablissement de vraies relations politiques, l'amitié politique, la fidélité, l'honneur, l'obéissance, etc., dans des relations interhumaines et incarnées. Parce que je veux aussi, l'incarnation est excessivement importante. Jouer le jeu de ce qu'on appelle des choses comme la gouvernance mondiale, tous ces énormes systèmes d'associations où les gens changent tous les 2 ans, 3 ans, dans les entreprises aussi, compétences, machin. Il ne faut pas se leurrer, tout ça, c'est pas on ne peut pas vraiment pratiquer des vraies vertus. Enfin, on peut en pratiquer personnel, mais il ne faut pas avoir d'illusions. On ne peut pas rétablir une vraie société politique quand le système est purement démocratique et révolutionnaire. Parce que quand le principe c'est qu'il n'y a pas d'autorité, on ne peut rien faire. On peut rien faire. Il vaut mieux un tyran que rien. Parce qu'un tyran, il peut se convertir. C'est ce qui s'est passé. J'allais dire, Covid, c'était peut-être pas un tyran, mais il avait des mœurs. Je vous assure qu'on est encore tranquille à l'heure actuelle. Il se convertit, tout change. Voilà. Mais bon, à l'époque, ils avaient encore une légitimité naturelle, tout ça. Aujourd'hui, notre difficulté, c'est qu'on a un système qui est vraiment contre nature et qui est illégitime. Et ça, c'est le dernier combat légitimiste, c'est que en France, on a beaucoup de chance. À différence de d'autres pays, on a excessivement de chance, c'est que pour la France, c'est tout à fait clair. La France est une royauté, elle a été fondée dans le baptême de Clovis. Donc en plus, on est une royauté chrétienne par essence. Enfin, notre pays a été créé pour ça. Donc on sait d'où on vient et on sait où on va. C'est-à-dire que la France, c'est la mission providentielle de Saint-Rémy. C'est pas plus compliqué que ça. Enfin, donnée par Dieu, mais qu'on a retenu la formule de Saint-Rémy qui a dit à Clovis, si vous et vos successeurs sont fidèles aux promesses du baptême, le pays prospérera, et si, en gros, je ne sais plus la formulation exacte, mais c'est ça, en substance, si vous n'êtes pas fidèle, et si vos successeurs ne sont pas fidèles aux promesses de votre baptême, vous allez être puni, enfin, vous allez vous auto-punir, et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe depuis 200 ans. Plus on s'éloigne, plus la France s'éloigne de ses promesses de son baptême, plus elle s'enfonce. Et c'est bien fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un peu à un moment donné comme si Dieu avait dit, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, c'est très évident, il dit ok, vous voulez faire la démocratie? Vous voulez faire n'importe quoi? Allez-y, je vous laisse faire. Je me retire un peu là, et je vous laisse faire. Ouais, 60 ans après, on est là. Vous voulez faire vos délires LGBT ou vous voulez arrêter d'avoir un patriarcat? Vous voulez la démocratie? Vous voulez toutes les idéologies? Ou vous voulez m'oublier? Ok, allez-y. Et voilà. On est dans notre pur voilà.
Ah, évidemment, c'est pas nos fautes forcément personnelles, mais c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est une réalité, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est parfois pénible, mais c'est une réalité. Nous sommes tributaires de la société politique où on est, et on doit prendre les fautes de nos parents. Et en fait, ça se comprend assez, assez naturellement. Si par exemple vous avez dans une famille, il y a un père de famille qui commence à faire n'importe quoi, à dilapider tout l'argent dans la boisson, à s'endetter un maximum et à mettre tout le monde à la rue, bah, ceux qui vont prendre, il va prendre aussi, mais c'est aussi toute sa famille. Donc c'est une réalité, quoi. On subit les conséquences de ce qui s'est passé dans le passé, et même si c'est pas notre faute personnelle, c'est comme pour le péché originel, si on veut. Enfin, je veux dire, le péché originel, c'est massif, mais en fait, il y a aussi, et ça on oublie, le XXe siècle a beaucoup oublié à cause de cet individualisme, mais on subit aussi des péchés qui sont faits au niveau des groupes, quoi. Et les groupes dont on est tributaire, on en est tributaire. Et donc, et donc l'attitude contre-révolutionnaire, c'est justement pas dire c'est votre faute, allez vous faire voir. Moi, en tant que fils, déjà je reconnais par rapport à ses propres parents, par rapport aux abbés, voire aux clercs qui déconnent sec, comme, voilà. Je vous reconnais pour ce que vous êtes, pour mon père, pour ma mère, pour les clercs de la Sainte Église catholique, l'Union apostolique. Je répare, je ferai tout pour, je répare le plus possible, je fais des sacrifices des jeunes, ou je fais de la bonne politique, je continue à vous rendre honneur, mais quand vous me dites un ordre, un truc qu'il faut pas faire, bah, je le fais pas, parce que j'ai pas envie de rajouter du péché à ce qu'il y a déjà, il y en a suffisamment, hein, donc arrêtons, on le donne, et donc faisons du travail contre-révolutionnaire, donc de restauration, dans tous les sens du terme, personnel, donc du proche vers le loin, soi-même, ses proches, donc ça commence par sa famille, sa paroisse, ses amis, si on a une activité économique ou politique, voilà, et plus loin, et là c'est le roi de France. Et le roi de France, finir par ça, c'est excessivement important, c'est-à-dire que c'est pas, le légitimisme n'est pas simplement une doctrine détachée du réel, c'est incarné, et l'incarnation pour la France se traduit très facilement, c'est l'incarnation du roi de France, donc comme je disais, l'histoire qui est hantée sur le royaume de France, et la Révolution ne s'explique que par la négation frontale de la France, en fait, de la France royale et chrétienne. Pourquoi la Révolution est aussi folle? C'est parce que justement, elle est haineuse, et quand on regarde un peu l'histoire de la Révolution, et après on comprend, elle est haineuse de tout ce qui est la France. Elle est haineuse de tout ce qui est royal et catholique en France. Et cette haine qui continue prouve finalement la réalité de ce que c'est que la France, parce qu'on ne haït pas à ce point quelque chose qui n'est pas important, qui n'existe pas, qui a été inventé, ou je ne sais quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi des parasites, parce qu'en gros, vous l'aurez remarqué, tous nos chers démocrates républicains occupent tous les palais construits par nos rois, sans vergogne, tout va bien. Donc, ils savent, parce que si ils auraient, pour être tout à fait conséquents avec eux-mêmes, ils auraient dû détruire tout et puis construire quelque chose qui soit digne d'eux, donc des préfabriqués en fait. Bon, ils n'en sont pas allés jusque-là. Bref, peu importe. Et pour finir sur le roi de France, c'est qu'on a de la chance en France, c'est que les lois fondamentales du royaume, et ça c'est particulier à la France, tous les pays n'ont pas cette chance, désignent avec clarté, une très grande clarté, l'héritier. Donc en France, on est, je pense, est-ce que c'est le seul? Je ne sais pas, je n'ai jamais vu d'autres dans toutes mes recherches que j'ai pu faire, mais c'est le seul pays où l'élection du roi de France est purement divine. C'est Dieu en France qui décide qui est le roi, puisque le roi ne peut pas, enfin le choix du roi ne comprend aucun paramètre humain. C'est la pure, donc il y a plusieurs règles, hein, c'est l'hérédité en lignée agnatique, donc mâle par l'aîné, catholique et issu d'un mariage catholique valide. Donc en gros, c'est
on peut pas avoir de doute il n'y a pas, il y a pas de roi, il y a pas de prétendant. Et ça veut dire quoi? C'est que c'est quand même très beau, je trouve, pour un pays très chrétien. C'est-à-dire que c'est cette volonté, parce qu'en fait, quand on regarde comment ça se passe dans pas mal de pays, il y a toujours une petite part où il y a les hommes qui vont décider. Par exemple, pour vous donner un exemple, euh, pour la succession aujourd'hui, ça j'en ai pas. Aujourd'hui, dans la société, c'est un autre principe en fait, très délétère de la société démocratique actuelle, c'est la partition à part égale. La succession, la succession démocratique des biens. Vous savez, voilà, quand quelqu'un est décédé, tout le monde, on sépare. Voilà. Ça, c'est purement démocratique et c'est antisocial, puisque c'est anti-politique, puisque la politique la cité doit se fonder sur les familles. Donc, si les familles ne peuvent pas conserver des patrimoines qui ne se divisent pas, et donc il n'y a pas de chef de famille, etc., en fait, ça a été la bombe à moyen terme, parce qu'à l'époque, ils n'ont pas réussi à faire leur révolution, donc ils ont réussi quand même à mettre ça pour détruire la société en profondeur. Parce qu'en bout de 3 générations, il n'y a plus de famille, ça devient hyper individualiste. C'est ça que ça veut dire, en fait. Hein. Donc ça s'est passé à la fin du 19e siècle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui se sont battus contre ça et qui ont mis un autre principe qui est en fait révolutionnaire dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ils ont dit la liberté testamentaire absolue. C'est-à-dire qu'en gros, le chef de famille choisit comme il veut, à qui il doit, à qui il donne quoi. Et donc ça devient une sorte de dieu, le parterre familias romain qui a le droit de vie et de mort quasiment sur tout le monde. Et ça se passait pas comme ça dans l'ancienne France. Dans l'ancienne France, le père de famille avait une autorité, on l'appelait même parfois le vice-dieu sur terre presque, c'est-à-dire qu'il est le représentant de Dieu dans sa famille, donc il a une autorité immense, et il ne peut pas du tout faire ce qu'il veut. La succession doit être réglée par la coutume, par la morale catholique, et pour le bien commun de la famille, pas pour ses envies. Et en fait, ça se traduit très bien dans la succession royale, c'est-à-dire que c'est pas le roi qui décide qui va être le futur roi. Et là, en fait, dans la plupart des royautés païennes, par exemple, il y a toujours un peu de ça qui rentre et ça fait des guerres de clans, il y a plein de manœuvres politiques, comme on voit aujourd'hui dans les partis, sauf que là, ça se réduit en fait que dans une famille, donc ça fait pas de dégâts. Aujourd'hui, c'est comme si on avait étendu ces dégâts de guerre fraternelle qui se faisaient juste entre princes qui voulaient aller sur le trône. C'est pas Game of Thrones, mais je sais pas quoi. À toute la nation, on se tue tout le monde parce que tout le monde est roi ou tout le monde est roi potentiel puisqu'on est tous souverains. Hein. Donc je suis aussi souverain que vous. Donc tout le monde peut s'entretuer, quoi. C'est ça que ça veut dire. Parce que quand tout le monde est égaux, c'est comme en économie. Si vous un jour vous fondez une entreprise, surtout ne fondez pas une entreprise avec quelqu'un qui est comme vous. Hein. Il faut qu'il y ait un financier et un ingénieur pour pas qu'ils se bouffent entre eux. Si vous prenez 2 ingénieurs ou 2 financiers, alors là vous êtes sûr que ça va mal se terminer. Hein. Peut-être qu'il y a des exceptions, mais les exceptions confirmeraient, comme on dit. Voilà. Et donc, on a cette chance en France d'avoir cette loi de succession qui fait qu'il n'y a aucune possibilité humaine. Enfin, voilà, tout est dans les mains de la Providence pour le choix du roi, à tel point que, par exemple, même un Louis XIV, hein, je vous donne un exemple, c'est un exemple assez célèbre. Louis XIV a essayé de légitimer un de ses fils, un de ses bâtards, pour l'intégrer dans l'ordre de la succession. Et ben le Parlement, ça n'a rien à voir avec le Parlement aujourd'hui, c'était le cours de justice supérieure évidemment, a cassé ça en disant que son testament était invalide parce que ça allait contre les lois fondamentales du royaume, etc. Donc le roi de France ne pouvait pas changer ces choses-là. Et donc c'est pour ça que nous, légitimistes, on reconnaît le roi de France, donc c'est le duc d'Anjou, l'aîné des Bourbons à l'heure actuelle, Louis XX. Et la question, c'est pas de savoir s'il nous plaît, s'il nous plaît pas. C'est pas notre problème. C'est que c'est lui le roi. Voilà, c'est tout. C'est la réalité, quoi. On prend la chose, la succession. Et j'allais dire, on a la chance parce qu'il est beau gosse, il fait des beaux discours, et il est bien construit révolutionnaire, mais il pourrait être moche, républicain et je sais pas quoi. Ben, ça serait quand même notre roi. Heureusement, c'est pas le cas. C'est vrai que ça sera un peu plus embêtant. Mais voilà, c'est ça l'esprit, c'est-à-dire de reconnaître la réalité telle qu'elle est, et on fait aussi avec ce qu'on a. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter là.